Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Camille Canard avec deux autres mamans, Marie-Axelle Clermont et Clémentine Leguerne. Elle a écrit un livre sensible et juste intitulé « À la vie, à l'amour, vivre après la mort d'un enfant ». Il y a 10 ans, elle perdait en effet un petit Auguste de la mort subite du nourrisson. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui lui avait permis de choisir malgré tout la vie et de construire une jolie famille, un pied sur terre et un dans le ciel. Je la remercie beaucoup pour son témoignage sincère et plein d'espérance. Bonjour Camille. Bonjour Marie. Merci d'être ici pour témoigner de votre histoire. Alors pouvez-vous me présenter l'objet que vous avez choisi pour symboliser ce que vous allez nous raconter ? Alors, je suis venue avec mon bracelet. C'est un bracelet où il y a 5 petits médaillons en forme de canard, comme c'est mon nom de famille. C'est un bracelet qui m'a été offert par mon mari avant d'avoir des enfants. Et il avait trouvé ce petit canard en plus. Et quand Auguste est né, notre aîné, je me suis dit que c'était une bonne idée de graver son prénom. Et donc, voilà, au fur et à mesure des enfants, on a rajouté des petits canards. C'est super mignon. Alors, il y a 5 petits canards sur ce bracelet, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le premier, donc Auguste, a eu une histoire particulière. Allez nous dire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans, vous venez de vous marier. Vous êtes la maman d'un petit garçon, donc d'un petit Auguste de 5 mois. C'est le bonheur, tout simple, mais merveilleux. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis alors, ce 21 décembre, à la veille de Noël, vous avez un coup de fil qui fait basculer votre vie. Alors en fait, ce jour-là, Auguste était gardé au domicile de sa nounou. D'habitude, il était en garde partagée et la famille était partie en vacances. Donc on avait décidé que ça serait chez la nounou. Et du coup, je l'avais déposé le matin, tout allait bien. Donc il était gardé tout seul dans ce petit appartement. Et voilà, et la nounou m'a appelée vers 15h en me disant qu'il fallait vite venir parce qu'il respirait plus. Je pense qu'elle ne savait pas encore s'il était mort ou vivant. Et du coup, je lui ai dit d'appeler les pompiers, de le sauver. Et j'ai vite j'ai couru. À l'époque, on habitait pas très loin de la caserne de pompiers. Et du coup, j'ai entendu et j'ai vu les pompiers au bout de ma rue. Et voilà, j'ai compris que c'était qu'ils venaient pour Auguste. Et voilà, ce jour-là, j'ai couru. Je suis montée dans une voiture inconnue à un feu pour aller plus vite. Et voilà, et je suis arrivée dans l'appartement. Et après, donc, ce jour-là, Auguste était décédé de la mort subite du nourrisson. Une mort que rien ne pouvait laisser prévoir. Non, tout allait bien. En fait, la mort subite du nourrisson, où l'enfant arrête de respirer, où son cœur s'arrête, où il oublie de respirer. Je pense que c'est l'une des plus terribles épreuves qu'on puisse traverser. Puis là, c'était votre premier à la veille de Noël. Quel sentiment, du coup, vous traverse quand vous entrez quand vous comprenez que voilà, il est mort ? Déjà, en fait, je pense qu'on n'y croit pas. C'est tellement horrible qu'on se dit non, c'est pas possible. Non, il faut appuyer sur le bouton. C'est pas possible. Et puis, je sais pas. À la fois, c'est horrible, mais à la fois, on plane un peu. Enfin, on réalise pas tout à fait. On réalise pas l'ampleur immédiatement, je dirais. On a été tout de suite. On n'est plus vraiment nous-mêmes. On a vraiment l'impression d'être ailleurs, quoi. Tellement le choc est immense. Quand est-ce que vous réalisez ? Vraiment, je pense qu'on le réalise vraiment quand on arrive à l'hôpital. Enfin, quand vraiment là, on arrive à l'hôpital et que là, on le voit et qu'on nous le met dans les bras mort.
par les sages-femmes. Parce que là, on réalise vraiment qu'on ne peut pas revenir en arrière. Comment on fait pour ne pas s'effondrer du coup sur place? Parce que je me mets à votre place. Enfin, c'est... je ne sais pas comment on fait pour ne pas se désintégrer immédiatement. Si, on s'effondre, mais à ce moment-là, on réalise... on était tous les deux, on était entourés donc, par les sages-femmes qui venaient de s'occuper d'Auguste. Et je pense que déjà le fait d'être deux, on s'effondre, mais on est deux, donc on sait que c'est à deux qu'on va devoir rebondir et réussir à avancer. Et c'est ce soir-là, quelques heures après, et c'est ce que j'indique dans mon livre, tous les deux, on s'est retrouvés, au moment où on se retrouvait seuls le soir, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on a décidé de continuer ce oui-là qu'on a prononcé. Oui à la vie, oui on continue, oui ça va être dur, on le sait, ça va être même très très dur. Mais voilà, on décide de continuer ce chemin et on n'a pas le choix en fait, il est mort. Voilà. On ne peut pas vraiment revenir en arrière et on ne peut pas chercher à savoir pourquoi ni comment, même si on le fait finalement, on le fait quand même. Il faut avancer. Après, donc, on sait que ça va être long et dur. Et dans cette période du coup qui s'ouvre de deuil, donc qui est longue et dure, qu'est-ce qui est le plus difficile à traverser, vous trouvez? Déjà moi au début j'avais envie que ça aille super vite. Ah oui. J'avais envie d'aller beaucoup plus vite que les étapes du deuil classique qu'on voyait. Parfois j'entendais des témoignages, genre, ça avait duré des années. Je vois, non. La douleur, le manque, on l'aura toujours et on l'a toujours, mais je ne me voyais pas passer des années de tristesse absolue. Et puis, c'est de s'imaginer, le jour même, c'est de s'imaginer qu'on puisse être heureux qu'on puisse de nouveau être heureux. On vient de perdre notre fils, on ne se dit pas, ah oui, un jour on va être heureux, on aura d'autres enfants, et il nous manquera toujours, mais de façon plus douce. Ça, on ne l'imagine pas. Et après, dans vraiment la première année, je dirais, de deuil, c'est vraiment des hauts et des bas. Il y a des jours où on va bien, on est apaisé, puis le lendemain, c'est plus dur. C'est tout des montagnes. Dans votre livre, vous évoquez les réactions au minimum maladroites, au pire très blessantes de votre entourage, vos collègues ou vos proches, qui ont des phrases du style « Oh là là, c'est pas grave, t'en auras d'autres, tu es jeune ». Alors les phrases assassines, ce qu'on appelle les phrases assassines, je les ai plutôt reçues de collègues ou de gens qui ne me connaissaient pas, mais pas de ma famille proche. Les phrases assassines, oui. En fait, donc, je suis revenue travailler 2 semaines après. Ah oui, seulement 2 semaines après. Ouais, 2 semaines après, parce que j'avais signé un CDD qui devait commencer en janvier, dans la boîte où je travaillais avant d'accoucher. Et du coup, ces personnes-là m'avaient vue enceinte, puis après, plus pendant 5 mois. Et c'était une grosse entreprise où on était quand même beaucoup. Et donc oui, là, j'ai eu ce qu'on appelle des phrases assassines de personnes qui ne savent pas réagir parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur... Enfin, la question, comment va? Ah, mais t'as accouché il y a quelques mois, quel âge il a maintenant, comment il va? Forcément, moi, je réponds qu'il est mort. Donc là, la personne en face, je pense qu'elle ne sait pas trop comment réagir. Donc c'est des phrases qui sortent toutes seules et qui peuvent être blessantes. Mais finalement, moi, j'avais pris pas mal de recul parce que je savais, on m'avait un peu briefé sur la façon dont les gens pouvaient réagir. Et du coup, je passais un peu au-dessus parce que je savais que même moi, si j'avais été à leur place, j'aurais pas su, dans un cadre professionnel, savoir vraiment comment réagir à cette annonce. Et vos proches, pour le coup, ils ont été aidants, soutenants? Oui, dès le soir même, on a été entourés de nos familles. Le lendemain, on a tous nos amis qui se sont réunis autour de nous. Ils nous ont toujours soutenus. Ils n'ont pas toujours compris, je dirais, pas toujours la façon dont on pouvait facilement évoquer Auguste. Notre façon de réagir, moi j'ai été, la première année, je pense que j'étais hyper cash, sans filtre. Et du coup, c'est-à-dire moi je disais ce que je voulais dire quand je voulais le dire, et puis je me disais, bon, de toute façon, moi j'ai le droit de le dire, ouais. on va rien me dire.
Nos amis, on a continué à les voir très vite, très rapidement. On a continué à sortir, à aller à des dîners. On en avait besoin, en fait. Avec nos amis très proches, on avait besoin de redevenir Camille et Cyril, pas forcément Auguste, la mort d'Auguste. Voilà, on avait besoin de simplicité et de retrouver des moments joyeux assez rapidement pour pouvoir sortir la tête de l'eau et voir que la vie avance. Justement, je voulais vous demander quels étaient les lieux de ressourcement, les sources de consolation dans cette période. Des lieux de ressourcement, j'en ai pas en particulier, mais vraiment se retrouver à des endroits où on était bien avec nos amis. C'est vraiment ça qui nous a mis très vite, ramené à la vraie vie, à la vie qu'on avait avant, sans pour autant oublier, mais voilà, on avait vraiment cette envie de ne pas être toujours le centre de l'intérêt. Voilà. On ne voulait pas qu'on nous prenne avec des pincettes, on voulait qu'on nous parle de la même façon comme avant. Et c'est ça qui vous a guéri Ça nous a aidé à aller plus vite. On n'a pas eu envie de s'enfermer quelques mois tous les deux et voir plus personne. Ça, c'était pas nos caractères et c'était pas. Et on avait besoin de ce contact. Chaque façon de traverser le deuil est différent. Oui, vous évoquez une amie qui, elle, pendant un an, n'a plus voulu voir personne. Vous, c'était le contraire. Il fallait que la vie continue pour dire que voilà, la vie est plus forte. Oui, tout à fait. Et après, ça rejoint exactement la façon dont on vit, on a toujours vécu. Oui, on a besoin de voir du monde. Et non, moi, je me serais jamais vue rester toute seule pendant une bonne année à faire mon deuil toute seule dans mon appart, faire soirée en tête-à-tête pendant un an. J'ai besoin d'un peu sortir et voilà. Et comme ça rejoint le fait d'avoir décidé de continuer à vivre. Mais c'était pas tous les jours facile. C'est pas en claquant des doigts, quoi. On arrive à rigoler à un dîner, mais voilà. Et est-ce qu'il y a eu des moyens concrets qui vous ont aidé ? Il y en a qui écrivent, d'autres qui cuisinent, d'autres qui marchent, des moyens très concrets qui permettent de mettre un pas devant l'autre. Ce qui m'a aidé, auquel j'avais pas pensé j'y aurais jamais pensé. J'ai commencé à écrire un blog, c'était 4 mois après, en avril, je pense, 4 mois après la mort d'Auguste. Et j'ai ouvert un blog à l'époque, c'était un peu, il y avait pas mal de blogs de mamans qui circulaient. Je regardais de temps en temps. Je me suis dit, tiens, je vais en ouvrir un. Et je l'ai appelé Auguste et compagnie. Parce que, voilà. Alors après, j'ai un peu écrit sur Auguste. J'avais quelques posts à ce sujet. Mais finalement, ça se mêlait aussi avec des posts sur ma vie au quotidien, sur ma vie de maman, sur des restos. D'accord. Voilà, donc j'alternais les posts un peu plus profonds et les posts plus futiles. Et j'ai beaucoup aimé ça. Déjà, j'ai rencontré plein de personnes virtuellement avec qui j'ai pu échanger. Certaines sont devenues des amies. Des personnes qui avaient vécu la même chose ? Non, pas forcément. Plus largement. Et moi, j'ai découvert que j'aimais bien écrire à ce moment-là. Non, j'ai toujours su que j'aimais bien écrire. Mais là, j'ai pu mettre en avant ce que j'aimais. Et j'ai surtout réalisé qu'en écrivant sur des sujets liés à Auguste, ça me libérait le fait de l'écrire, de mettre noir sur blanc ce que je ressentais. Ça me permettait de me libérer, de dire d'une façon assez jolie ce que je ressentais et ce que je n'arrivais pas forcément à exprimer oralement. Il avait une certaine audience, ce blog. Vous pensez qu'il a eu... Oui, il était assez suivi. Je me rappelle plus exactement, mais il était assez suivi parce que j'ai même là, maintenant que je suis assez active sur Instagram, j'ai pas mal de gens là, à la sortie du livre qui m'ont dit « Ah mais oui, je te suivais au temps du blog, j'aimais beaucoup ton blog, je suis contente de t'avoir retrouvé via les réseaux. » Parce qu'après sur Instagram, mon nom c'était mon vrai nom alors que mon blog j'étais connue sous le nom d'Auguste et compagnie. Donc j'ai plusieurs personnes là qui m'ont dit « Ah, je suis contente de voir ce que tu étais devenue. » Parce que mon blog, donc il a duré, c'était 2010-2015, je dirais. Donc le blog, et puis niveau foi, vous en étiez où au moment de la naissance et puis de la mort d'Auguste ? Alors j'ai toujours eu une foi liée à mon enfance, mais j'étais pas
à fond, ni quoi que ce soit. Et la mort d'Auguste, ça l'a pas... déjà, je m'en suis pas écartée. Ça m'a aidée, mais je pense que ça m'a complètement aidée sans le savoir. Vous en avez Je me pas suis laissée porter, voilà. Mais je me suis... voilà, j'imagine vraiment mon fils au ciel. Ça, j'ai pas de sujet. Je lui parle. Voilà, on fait grandir les enfants dans la foi. Mais voilà, mon mari s'étant détaché un peu de la foi, j'ai réalisé que lui qui arrive à être aussi heureux que moi après le deuil d'Auguste, enfin, j'arrive à faire la part des choses entre la façon dont on a réussi à être heureux tous les deux et la foi qui m'a aidée, mais je pense qu'elle m'a plus aidée. Je me suis laissée un peu glisser à porter. Mais je m'en suis pas éloignée, je suis restée... D'accord, contrairement à votre mari qui, lui, pour le coup, ça a été trop difficile. Oh oui, il s'est dit que si son fils, enfin si Auguste était mort à 5 mois, bon bah voilà, il n'y avait plus trop de raisons de croire en un Dieu aimant, voilà. un Dieu bon. Et vous, ça vous a pas, vous en avez pas voulu à Dieu? Non. Non, non, oui, je me suis pas vraiment posé la question. Je dirais que j'étais plus terre à terre. Bon bah il est mort de la mort subite du nourrisson. Voilà, c'est comme ça. D'accord, donc pas de colère, pas de rancune envers Dieu. Est-ce que cette épreuve n'a pas transformé votre foi dans le sens où est-ce que vous parlez à Auguste, vous dites qu'il est au ciel, est-ce que vous avez une communion de prière avec lui, une communion des saints? Oui, bah, je lui parle. En fait, non, mais je le sens vraiment. Je sais pas comment expliquer ça. Je le sens vraiment en moi. Je le sens vraiment pas loin. Et oui, ça m'arrive de lui demander, sans lui parler exactement comme je vous parle en face. Vraiment, de lui parler en pensant, je dirais plus, choralement. Oui, chaque soir, je lui fais un petit coucou intérieurement. Et s'il y avait quelque chose dont je parle dans le livre qui m'avait un peu... C'est à la naissance, quand Philippine devait naître. On était le 22 février, c'était un mois avant le terme, mais Auguste était déjà né un mois d'avant, donc je m'étais dit, bon, bah, je vais pouvoir accoucher. Et ce jour-là, je me suis réveillée et je me suis dit, ah bah, le 22, c'est un bon jour, ça va être sympa d'accoucher ce jour-là. Bah, c'est bon, en plus, je suis prête, tout est prêt. J'ai pas envie d'attendre 9 mois. Mais j'avais aucun signe du tout, ni quoi que ce soit. En plus, j'avais rien à faire de cette journée, à part déjeuner. Et du coup, là, je lui ai dit, je me suis réveillée, j'arrivais pas à me rendormir. Et je me suis dit, bah, allez, tu peux la faire venir, là. Voilà, c'est bon, là, je suis prête, j'attends. Et j'ai perdu les os 20 minutes après. Je m'étais dit, quand même, c'est quand même un petit signe. Parce que vous avez demandé à Auguste, Ouais. et 20 minutes après, perdre des os. Quand bon, même, après, ça n'a pas marché pour mes autres enfants. Quand je demandais, ça marchait pas. Quand Hortense, qui est née après, elle est née pratiquement à terme, mais pourtant, je lui demandais tous les jours. Là, j'aimerais bien accoucher, là. Donc, ça n'a pas marché tout le temps. Hein, mais ce jour-là, c'était très... Ouais, un peu magique. Ah, c'est beau. Et du coup, oui, donc vous évoquez votre mari qui n'a pas donc forcément la même foi que vous, le même rythme. Comment vous avez à deux traversé cette épreuve? Parce que statistiquement, souvent les couples, c'est difficile pour eux de traverser à deux une épreuve. Il y a tellement de montagnes russes de l'émotion, l'un qui est en haut, l'autre qui est en bas, on se croise. Enfin, c'est pas évident. Comment vous avez fait? Oui, alors déjà pour les statistiques, je pense que il y a plus de séparation quand l'enfant meurt, par exemple, d'un accident ou sous la responsabilité de l'un ou l'autre. Là, vraiment, la mort subite, c'est pas cité chez sa nounou. Non, nounou, c'est vraiment dès le soir même, on s'est dit déjà ce oui, là, qu'on prononce à deux. Et on a énormément communiqué toutes ces premières années de deuil. On a fait très attention à l'un à l'autre, et ça, on avait été vraiment un peu briefés aussi sur la façon du deuil, que c'est pas facile c'est pas la même façon pour un père, une mère, et puis on n'a pas le même rite. Et puis voilà. Et puis Cyril, il a vraiment fait, ouais,
vraiment fait attention, encore plus attention à moi les premiers mois en s'oubliant un peu parfois, mais voilà, il fallait pas que je sombre. Et non, on avait aussi ce caractère de vraiment d'aller de l'avant tous les deux. Et du coup, on s'est vraiment soutenus tous les deux. Et puis voilà, quand on se retrouve, quand de toute façon on est 2 parents avec un enfant, donc on se retrouve tout un coup à 2. Alors même si on n'avait eu que 5 mois de vie de famille, C'est déjà c'est déjà pas pas mal. mal. Voilà, Surtout, fallait de toute façon se retrouver à 2, donc et on s'est pas vraiment lâché les premiers temps. Vraiment, on faisait tout ensemble. vous avez construit vraiment votre couple Mm. aussi dans ce moment de peine, mais qui soude énormément. Ah bah oui, oui, là, c'est sûr que ça a un peu cimenté ce qui était déjà, parce qu'on était quand même des jeunes mariés. Mais là, c'est sûr qu'on s'est toujours, on se dit souvent, on se dit, maintenant qu'on a réussi à survivre à 2 à la mort de notre fils, voilà, tout ce qui peut arriver sera forcément un peu moindre. Alors très vite, vous avez voulu avoir d'autres enfants, vous dites ça joliment dans votre livre, comme un besoin vital de faire triompher l'amour. Voilà, vous n'avez pas trop attendu. Non, en fait, même quelques jours avant la mort d'Auguste, j'avais un peu proposé l'idée. Ah, mais c'est sympa, parce que j'allais reprendre un boulot, moi j'étais pas tout à fait sûre. Comme ça, ils sont rapprochés et tout. Et du coup, on avait déjà eu cette idée d'enfants rapprochés. Et du coup, le soir, ce jour, on s'est dit, oui, on continue. Bah, on continue et on continue notre idée de faire un deuxième, comme on l'avait prévu. Voilà, on va pas s'arrêter. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de retomber enceinte très rapidement. Alors que j'ai fait malheureusement une fausse couche donc en février. Et après, Philippine est née quelques mois après cette fausse couche. Après, on avait des enfants très très rapprochés parce que Hortense est née 14 mois après Philippine et Théodore moins d'1 an après Hortense. Mais voilà, et voilà, j'ai eu toujours cette volonté, moi je viens d'une famille nombreuse. Déjà, j'imaginais, c'était ça que j'imaginais. Donc, j'allais pas arrêter en chemin. Et non, il y avait aussi ce besoin vital d'avoir un autre enfant. Alors, c'est pas un enfant de remplacement, c'est pas un enfant qui remplace, mais voilà, il faut continuer. Donc, on continue notre famille et on a besoin de vie supplémentaire. Voilà. Vous n'avez pas eu peur qu'il lui arrive la même chose Si. Ça devait être, Si, la grossesse de Philippine était un peu stressante, surtout que j'avais fait une fausse couche quelques mois avant. Et après, elle est née, et là, vraiment, les 5 premiers mois, on allait la voir toutes les 5-10 minutes, je pense. Normal. Et même quand j'allais chez quelqu'un, j'étais tout le temps près de moi, là, à la surveiller. Et en plus, un tout petit bébé, parfois, dort très profondément. Il ne bouge plus. Ah oui. Et du coup, ça, on nous avait un peu briefé. Mais ça nous arrivait plusieurs fois de mettre la main là sur le cœur pour voir si elle respirait bien et puis se dire et de secouer, enfin pas secouer mais de... Ouais. Et après on lui disait désolé, on serait un peu réveillé mais c'est parce qu'on a eu peur. Donc ça on lui a toujours expliqué quand elle était petite. Pour Philippine on a bien stressé et puis après petit à petit on a beaucoup moins stressé. Hortense elle venait après un enfant qui n'était pas décédé donc c'était beaucoup plus facile. Donc on a toujours été très... Les 5 premiers mois, on les a toujours bien regardés, mais beaucoup moins que Philippine, qui, elle, c'est vraiment toutes les 10 minutes. Quelle est la place d'Auguste auprès de ses frères et sœurs ? Est-ce que vous leur en parlez ? Eh bien oui, on en parle très simplement. Ils en parlent aussi très simplement. Ça, c'était vraiment une volonté qu'on a eue dès le départ. C'était pas d'en faire une icône, pas d'en parler tout le temps, pas de faire... le culte du frère décédé, mais pas non plus ne pas en parler et faire un tabou. Donc il fallait qu'on trouve le juste milieu. C'était un peu le challenge qu'on s'était dit, comment on va réussir à faire le juste milieu. Oui, alors comment ? Et ben, en fait, ça s'est fait super naturellement. Puis on s'est adapté aussi à nos enfants. Voilà. Et du coup, on en parle. Il y a
J'ai des cadres où il y a les 5 photos des enfants à une semaine de vie. Il y a sur certaines choses où il y a les prénoms, il y aura les 5. Mais après, on n'en parle pas du tout le temps. Eux en parlent de temps en temps. Parfois, ils le comptent, parfois, ils le comptent pas. Parfois, ça les rend pas tristes. Si, ils me disent ça serait sympa si vous l'avez connu. Puis après, 5 minutes après, ils réalisent et ils disent oui, mais s'il n'était pas mort, on serait peut-être pas tous là. Ah. Non, ils en parlent, c'est vraiment de manière super simple. Et souvent, les enfants, c'est ceux qui nous apprennent. Oui. Finalement, on veut les guider, puis c'est eux qui nous, qui nous guident. À quel moment votre deuil a pris fin ? Alors, je pense que le deuil prend jamais fin. Mais je ne saurais pas dater exactement à partir de quand j'étais vraiment apaisée. Là, je sais que je le suis vraiment, et je suis vraiment heureuse. J'ai toujours le manque. Mais au jour anniversaire de la mort de l'anniversaire, je ne suis pas du tout dans la douleur. Enfin, peut-être plus en décembre, mais c'est pas j'ai pas les larmes qui me montent aux yeux toute la journée. Je pourrais pas dater. Je peux pas dater, mais je pense qu'on a été quand même dans le dur la première année, et dès que Philippine est arrivée, ça a commencé déjà à s'apaiser. Et après, au fur et à mesure des années, des enfants, ça s'est de plus en plus apaisé. Ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit. Après, oui, là, le deuil, il est fini, mais il y a toujours ce manque qui n'est pas... Ah oui. Mais je peux pas dater. Je suis incapable de dater. D'accord. Est-ce que vous avez des petits rituels ? Vous parlez des dates anniversaires. Est-ce que vous allez vous recueillir sur sa tombe, et est-ce que ça vous aide à vivre ce manque ? Alors, pas aux dates anniversaires, parce que de toute façon, ça tombe en juillet. Je suis rarement en juillet près du cimetière. Et en décembre, on est toujours partis. Alors, dès la première année, moi, j'imaginais pas du tout, ni mon mari, rester le 21 décembre là où on habite pour vivre la même journée. Lui au travail, moi, non, c'était pas possible. Donc, on est toujours partis quelques jours, 2-3 jours ou un peu plus, dans des endroits complètement différents chaque année. Et on a toujours essayé de rendre cette journée un peu différente, ou de pas du tout... Ou l'année dernière, non, ça tombait pendant les vacances, mais on n'a jamais été chez nous ce jour-là. D'accord. Et si on peut garder, je ne sais pas jusqu'à quand on pourra garder ça, parce que c'est pas toujours évident de partir juste avant Noël professionnellement ou personnellement. Mais si on peut toujours... si ce jour pour moi, ce jour de 21 décembre, j'ai pas envie que ce soit un jour travaillé ou un jour normal. Un jour un peu spécial. Alors qu'en juillet, ça reste un jour à peu près normal. D'accord. Du coup, cette épreuve a eu lieu il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans déjà. Donc, vous avez un petit peu de recul. Est-ce que vous diriez que cette épreuve vous a transformé? En quoi elle vous a transformé? Ça serait un peu présomptueux de dire que je me sens plus forte, mais peut-être. Je me dis que si j'ai réussi à affronter cette épreuve, peut-être j'aurais plus de force pour en affronter d'autres. Je sais pas trop, parce que finalement chaque épreuve est différente. Je saurais pas dire en quoi elle m'a transformée. J'ai souvent dit que c'était plus la même, mais mettre vraiment des mots dessus, c'est pas si évident. Mais ça vous a, quand vous dites je suis plus la même, vous vous reconnaissez quand même, ou Non, oui, je me reconnaissais. Mais c'est ce que je disais au début, puis après j'ai réalisé qu'en fait j'étais quand même assez la même. Donc c'est ce que j'ai dit. Je disais souvent ça, la première année, la deuxième, non, mais je suis plus la même. Si, en fait, si, je suis la même. J'ai le même caractère. Non, au contraire, j'avais cette impression d'être plus la même. Et puis en fait, au fur et à mesure que le deuil se faisait et que j'étais vraiment apaisée, j'étais redevenue celle que j'étais quand même avant. Alors oui, j'ai perdu un peu d'insouciance. J'ai peut-être perdu cette part d'insouciance en me disant que déjà ça n'arrive pas qu'aux autres et que la vie est fragile. Et D'accord. Alors, est-ce que il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voulez nous recommander? Un livre qu'on a lu pas longtemps après la mort d'Auguste, ça s'appelle Nos étoiles ont filé de Anne-Marie Revol. Et c'est une journaliste
qui a perdu ses 2 petites filles dans un incendie Oh là là. chez leurs grands-parents. Et voilà. Et ce livre, je l'avais beaucoup aimé, même s'il est très triste. Donc, c'est un livre où elle parle à ses petites filles pendant un an, voilà, toute la première année de reconstruction. Et au début de ce livre, il y a une lettre qu'elle écrit à ses collègues avant de reprendre le boulot, en lui disant voilà, parlez-moi comme vous m'avez toujours parlé, parlez de mes filles comme avant, pas plus, pas moins. Voilà. Et ça, c'est vraiment la façon dont nous, on a toujours voulu. Donc, ça m'avait bien parlé, bien porté. Voilà. Nous, c'était pareil. On voulait que les gens nous parlent d'Auguste comme avant, mais pas toutes les 5 minutes, mais pas non plus jamais. Voilà. Et donc ça, ce livre, je me suis vraiment retrouvée dans cette façon de gérer ce deuil. Voilà. C'est horrible et on va s'en sortir. Et voilà. Mais vous, l'entourage, prenez-nous comme avant. Du coup, oui, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée, mais aussi à son entourage? Ça pourrait être aux deux. Alors déjà, à l'entourage, je dirais voilà exactement ce que j'ai dit de prendre, voilà, de rester le plus naturel possible, voilà, de ne pas en faire trop, mais de ne pas non plus oublier. Voilà, trouver le juste milieu. Après, ça correspond à certaines personnes. Certaines personnes ont envie qu'on parle de leurs enfants, d'autres vont pas du tout avoir envie. On peut peut-être simplement demander. Ouais. Ouais. Mais c'est pas facile de demander. Ouais. Parce que même moi, je me rappelle, il y a des jours où je voulais bien en parler, puis il y a des jours où j'avais pas très envie. Et ça, la personne en face de moi, elle savait pas forcément quel était le jour. Donc c'est pas évident. C'est à nous un peu aussi de dire un peu le mode d'emploi. Et une personne à qui ça arrive, qu'est-ce que je pourrais dire, mais des choses que finalement j'avais détesté entendre au moment où ça arrive, c'était le temps fait bien son œuvre, vous allez retrouver le bonheur un jour, c'est sûr. Voilà, ça, on le déteste, l'entendre le jour où ça arrive. On dit, ah bah non, c'est pas possible. Et puis arrêtez de me parler d'un temps qui, je ne sais pas quand il va arriver. Mais voilà, il faut garder espoir en se disant que la vie, elle continue, que de toute façon, on ne peut pas s'arrêter de vivre. Mais c'est pas du tout évident parce que chaque décès d'enfant a son histoire. C'est pas toujours le même âge, ni la même cause, on a toutes des sensibilités différentes. Donc mes conseils, ou pas mes conseils, en fait, j'ai pas de conseils à donner parce que y a aucune manière de gérer son deuil de la même façon que la personne d'à côté. Conseil, c'est vraiment s'écouter, s'écouter. Et voilà, on connaît ses limites, surtout dans les premiers mois. Ça sert à rien d'aller plus vite. Ne pas se forcer. Pas se forcer. Personne nous en voudra si on se force pas. Et puis ça viendra. Oui, vous évoquez un baptême auquel vous vous rendez, où vous vous forcez à aller, mais trop tôt après la mort d'Auguste, et c'est affreux, quoi. Oui, c'était en janvier, mais en même temps, je voulais pas laisser Cyril tout seul. Pourtant, il voulait bien qu'il pouvait assumer. Mais moi, je m'étais dit, non, il va pas y aller tout seul, c'est horrible. Et du coup, je m'étais dit, mais c'était le baptême du petit Pierre à qui on avait donné les cadeaux et de Noël, et je m'étais dit, non, je vais y aller. Donc, j'y suis allée, et puis après, j'ai tenu le choc. La journée, le soir, c'était horrible. Ouais. Et c'est là où j'ai réalisé, mais déjà, je veux pas avoir les petits-enfants de 2009 trop vite, là, je suis pas capable. Ceux des petits 2009, là, qui grandissent, qui deviennent grands, alors que le mien, il grandit plus. Donc ça, finalement, j'ai essayé, et puis après, j'ai dit, non, stop, je veux bien vous voir, les mamans, mes amis, mais les enfants, on va essayer d'éviter un peu quelques mois. Voilà, s'écouter, ne pas vouloir aller trop vite. Ouais. Et j'ai voulu je sais pas si... Non, parce qu'à la base, je m'étais dit non, je veux pas aller à ce baptême. Puis finalement, j'ai suivi, et puis après, je me suis dit, oulala, mais c'était peut-être un peu vite. Écouter son instinct. Très bien. Et du coup, je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous la lire ? Alors, j'ai repris la prière de Mère Teresa, dont je me suis servie à la fin du livre, dans la lettre que j'écris à la Camille que j'étais. Parce que je trouve qu'elle s'adapte à... Enfin voilà, nous qui avons décidé de dire oui à cette vie et de choisir la vie, je trouve qu'elle s'adapte à toutes les situations et elle est très belle.
La vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi. Relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Vive la vie. Voilà, c'est ça. La vie est précieuse. C'est super, super beau, c'est un très beau témoignage. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur là, qui était juste en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve ? Je dirais juste de prendre soin d'Auguste qui est sans nous là-haut. Eh bien, merci beaucoup Camille. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Camille et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Camille, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.